Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette grande édition d'information de la mi-journée sur Bio1. D'abord, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Il faudrait désormais compter sur le Front commun pour le Congo. Cette nouvelle méga plateforme dont la signature de la charte se fera incessamment va regrouper l'actuelle majorité présidentielle et les opposants, membres du gouvernement. Objectif permettre à ces membres de participer sur base d'un programme commun. Dernier jugement dans l'affaire qui oppose Jean-Pierre Bemba Gombo, procureur de la Cour pénale internationale sur les exactions commises par sa troupe en 2002 en Centrafrique. Un procès en appel qui devra livrer à partir de 17h heure de Kinshasa le dernier verdict et la dernière peine sur ces audiences qui durent depuis 10 ans. Une réforme qui divise, annoncée ce 7 juin à Kinshasa, le basculement du primaire au cycle terminal de l'éducation de base pour une durée de 8 ans contre 6 actuellement en vigueur est déjà auteur de critiques avant sa mise en œuvre effective à la prochaine rentrée scolaire. Pour éclairer la lanterne, le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, doit s'expliquer dans la journée. Il devra également revenir sur les modalités pratiques de cette réforme et ses enjeux. Bienvenue à tous. Ça bouge dans toutes les formations politiques de l'opposition comme celle de la mouvance au pouvoir. La série des alliances et adhésions semble loin de s'estomper. Le dernier cas est la création de la méga plateforme dénommée Front commun pour le Congo. Le FCC, dont la signature de la charte se fera incessamment, regroupe les actuels sociétaires de la majorité présidentielle et le membre de l'opposition faisant partie du gouvernement avec comme autorité morale Joseph Kabila. Le Front commun pour le Congo vise la conquête du pouvoir à tous les niveaux lors de prochains scrutins. Il a été mis en place à l'issue d'une rencontre tenue hier à Kingakati. Son annonce a été faite à la télévision nationale congolaise par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. La création de cette nouvelle plateforme coïncide avec le procès en appel de Jean-Pierre Bemba Gombo. Les regards sont rivés ce vendredi vers la Haye, siège de la Cour pénale internationale, en audience à 17h heure de Kinshasa sur le dernier verdict et la dernière peine retenue contre l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Le chairman doit être fixé après la peine de 18 ans lui infligée pour crime de guerre, crime contre l'humanité commise par sa troupe en République centrafricaine en 2002. En première instance, une peine jugée d'insignifiante par Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, qui requiert, elle, 25 ans de prison. Après 10 ans passés dans les geôles de la CPI, Jean-Pierre Bemba Gombo pourrait-il être acquitté? À quoi peut-on s'attendre en termes de scénario? Nous avons posé la question à Patrick Chiboui, membre du bureau des représentations de la CPI en RDC. M. Jean-Pierre Bemba avait interjeté appel contre le verdict de culpabilité, également interjeté appel contre la peine qui était prononcée contre lui, et le procureur avait interjeté appel contre la peine qui était prononcée à l'égard de M. Jean-Pierre Bemba. Donc demain, la Chambre d'appel va donc rendre ses décisions par rapport à ces différents appels qui ont été interjetés par la défense ainsi que par l'accusation. Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, que ça soit au niveau de la Cour pénale internationale ou en dehors de la CPI, personne ne connaît la décision qui sera rendue par les juges. Conformément au statut de Rome, il y a plusieurs options qui sont à la portée de la Chambre d'appel lorsque des recours en appel sont interjetés contre le verdict, mais également contre les peines prononcées. Le statut de Rome prévoit les différentes options possibles pour une Chambre d'appel de rendre sa décision, mais maintenant la décision définitive, nous la connaîtrons que demain. Les options sont prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale, raison pour laquelle les juges de la Chambre d'appel, avant de rendre leur décision, entendent les arguments des parties qui ont interjeté appel, les arguments qui soutiennent les appels qu'ils ont eu à interjeter, et les juges vont, en se basant sur le statut de Rome, le droit applicable par la Cour pénale internationale, vont maintenant déterminer quelle est la décision qu'ils vont rendre après avoir entendu les arguments des différentes parties. Et donc ça, c'est ce que nous saurons, ce que nous connaîtrons demain 8 juin.
De la Cour pénale internationale au tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, un silence radio s'observe dans le procès Kamena Sampu, section Kinshasa, après l'annonce de relevé téléphonique pour la partie civile RDC. Cette attitude jette l'éclairage sur son inculpation aux faits lui reprochés. La défense, par contre, estime que son client est dans ses droits. L'audience du mardi 12 s'annonce donc décisif dans la mesure où elle devra relever le contenu de communication des prévenus au moment des attaques, mais aussi dans la mesure où elle poursuivra l'audience de Poutou Ali, présumé sacrificateur de membres de ce mouvement insurrectionnel. Il y a une confrontation des éléments techniques qui vont démontrer que si Chimangadi, par exemple, n'est pas connaître un Poutou, mais ils se sont parlé. En quel titre ils se sont parlé pendant qu'ils ne se connaissaient pas? Alors vous comprenez, devant une telle surprise, il y a lieu que la panique vienne. Parce que vous avez parlé de récusation, l'article 49 du Code ainsi que 50 prévoit la récusation. Mais la récusation ne peut pas intervenir sans des causes énumérées limitativement par la loi. Et ça ne se fait pas à l'audience, ça se fait au greffe, on fait une déclaration de récusation qu'on notifie au juge. C'est une manœuvre dilatoire et devant une manœuvre dilatoire qui n'avance pas, on se retient dans le silence. Mais le silence ne vide pas le procès. Je considère que c'est de jure, c'est de son droit le plus légitime. Lorsqu'une partie au procès n'a pas confiance à une juridiction, elle est en droit de procéder comme elle entend. Mais seulement là, il faut respecter la procédure relative. Il peut aller en ce sens, on renvoie des juridictions pour cause des décisions légitimes. C'est vraiment des jure, c'est de bons droits. Mais par rapport à la suite de la procédure, je considère que la défense doit être garantie. Jusque-là, les choses évoluent, telles qu'elles évoluent. On a encore confiance pour ce qui nous concerne. Processus électoral. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac a échangé avec le vice-ministre, ministre en charge des Affaires étrangères et intégration régionale. Ensemble, ils ont discuté du respect intégral de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais aussi du climat politique à l'aube du 23 décembre prochain. C'est aux affaires étrangères que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a clôturé son séjour en République démocratique du Congo. Après une ronde auprès des différents acteurs politiques, Saïdine a jugé opportun de rendre compte au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Chokitundu, sur ses consultations, mais aussi passer en revue les processus électoraux et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Des grandes avancées ont été faites, il y a encore quelques défis évidemment, et nous avons encouragé les parties prenantes, en particulier celles qui sont en charge de l'organisation des élections, à poursuivre les efforts conformément aux lois de la République et à l'accord cadre, et à l'accord du 31 décembre. Je reviens toujours à l'accord cadre d'Addis Abeba, à l'accord du 31 décembre. Nous encourageons les États, toutes les parties prenantes à y aller de façon résolue et à créer toutes les conditions qui sont prévues pour aller vers des élections apaisées qui vont projeter le pays vers une ère nouvelle. La situation sécuritaire dans la sous-région était également sur la table des discussions des deux personnalités qui ont, lors des échanges, évalué la mise en œuvre des recommandations du récent sommet des chefs d'État de la SADC et de la CIRGL. À la veille, Léonard Chokitundu avait échangé avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Moscou ont été évoqués lors de ces discussions. Les deux pays se sont convenus de renforcer le partenariat stratégique dans le but d'intensifier les relations diplomatiques. Nous ne faisons que renforcer notre interaction, une coopération politique, et nous faisons le nécessaire pour augmenter le commerce bilatéral et la formation des cadres congolais, donc beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes prêts à coopérer ensemble. Nous avons de belles perspectives devant nous, très important pour le développement socio-économique du pays, ce qui crée aussi de bonnes bases pour l'élargissement des relations avec des amis comme la Russie.
C'était aussi une occasion pour la République démocratique du Congo de reconnaître le soutien de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, en soulignant que la Russie et la Chine sont de partenaires privilégiés pour le pays au sein de cette institution des Nations Unies. Également dans l'actualité de ces débuts de week-end, une réforme dans les secteurs de l'enseignement. L'école primaire sera désormais d'une durée de 8 et non de 6 comme auparavant. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la réforme en cours pour booster le système éducatif congolais. Il n'y aura donc plus de première et deuxième année secondaire à dater de la rentrée scolaire prochaine. Par conséquent, le 2 années de jadis secondaire général bascule vers la 7e et 8e année du primaire. Il faudrait désormais s'y faire. À partir de l'année prochaine, l'école primaire sera d'une durée de 8 et non plus de 6 ans. Une décision prise qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'éducation pour améliorer l'enseignement de base. Il n'y aurait donc plus de première et de deuxième secondaire. On parlera plus du primaire, mais plutôt du cycle terminal de l'éducation de base CTED. Par conséquent, les 2 années jadis secondaire générale basculent vers la 7e et la 8e année du primaire. À noter qu'il ne s'agit pas que de changement de dénomination, mais aussi la charge horaire qui subira un changement dès l'année prochaine. Le tout sera formalisé dans un document qui sera publié, a fait savoir le ministre de tutelle. Déjà opté par plusieurs autres nations, ce programme s'inscrit dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation. Et dans le rue de la capitale congolaise, cette réforme divise en milieu de parents. Interrogé par votre rédaction, il reste plutôt sceptique quant à cette décision qu'il qualifie d'inopportune à quelques semaines de la rentrée scolaire. Mais la décision prise, moi je pense que c'est parce que quand vous vous rendez compte, d'après le signe, je trouve que quand un élève est un étudiant qui n'a pas une capacité là, ce n'est pas peut-être qu'il a fait 6 ans à l'école primaire et de faire encore 6 ans à l'école primaire. Le problème est que c'est un problème des enseignants. Les enseignants, il faut qu'ils fassent un peu au niveau de l'école primaire ou secondaire, de faire un peu une évaluation, de savoir quels sont les enseignants qu'on est en train de donner de l'établissement pour faire des dilemmes. Et quelles sont les conditions qu'on est en train de mettre ces enseignants-là. Ceux qui transmettent les matières, ceux qui étudient, ceux qui enseignent les étudiants ou pas des élèves, de les mettre vraiment dans de bonnes conditions, de les payer leur salaire. C'est parce que quand quelqu'un vous l'engage, vous ne le payez pas très bien. Moi je ne crois pas qu'il fasse très bien travailler son travail. Parce qu'ils savent que non, je suis là, les prix qu'on me donne, c'est peut-être ça me permet à faire mon loyer, mais pour scolariser un peu mes enfants, il faut encore chercher d'autres choses. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer un peu que non, à 12h, je serai à l'école, à 13h, je serai peut-être dans ma boutique. Vous voyez? Donc tout ça, l'enseignant n'est pas focalisé à donner le meilleur de lui-même. Maternelle, 3 ans, primaire, 6 ans, humanité 6 ans, et puis dans 5 ans, il a été plus facile que dans la 7e, 8e an. Donc 16e, 8e, maintenant il est mis première, 2e. Donc on s'adapte facilement, mais quand on est sonné bien né, la 7e, 8e, on est sonné bien né, mais on s'adapte facilement pour être un cursus normal. Et partout au monde, on a essayé un peu de raccourcir les cycles des enseignements. Vous allez en Inde, vous allez un peu partout, en Chine, même partout, même en Europe. Les enfants deviennent maintenant même docteurs à 3 ou 4 ans. Comme ça, le pays a des jeunes cadres, des ressources humaines pour le développement disponibles à tout moment. Mais lorsqu'on doit rallonger ça, pour moi, je pense qu'on retarde le développement. On retarde le développement du pays pour rien. Et puis, on est déjà habitué à ce système depuis l'époque coloniale. Il fallait un temps pour changer. Éducation à l'environnement et développement durable à travers les espaces éducatifs en République démocratique du Congo, c'est les thèmes du colloque jubilaire organisé par la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo, débuté ce 7 juin, une activité à inscrire en marge de 25 ans de cette faculté.
Le mois de juin, un mois de partage des réflexions écologiques pour tous les acteurs qui militent pour la survie de la planète. À l'Université catholique au Congo, au-delà des actions citoyennes menées au quotidien, les étudiants de la faculté de communication sociale ont été sensibilisés sur l'éco-citoyenneté. Un éco-geste qui s'inscrit en marge de la célébration de 25 ans d'existence de cet alma mater placé sous le signe de l'éducation à l'environnement et au développement durable à travers les espaces éco-éducatifs. Un thème qui a valu toute l'attention du forum des écolos ouverts ce jeudi. L'Université catholique prépare déjà ses étudiants à avoir une culture, à développer une culture ou une conscience environnementale. La plupart font leurs travaux sur l'environnement. Il y a au moins 15 mémoires chaque année en graduat comme en licence sur l'environnement. Une fois arrivé sur le terrain, la plupart se retrouvent dans les organismes, dans les ONG environnementales. D'autres animent des émissions à la télévision. Au moins, nous les préparons déjà à intégrer dans leur vie la dimension environnementale. Une rencontre qui interpelle la conscience collective afin d'un engagement de taille pour le développement durable, étant donné que les enjeux climatiques restent de taille pour le ministère de l'Environnement. Cette initiative n'est non seulement louable, mais elle est tout à fait nécessaire, simplement parce que cette question environnementale est une question qui nous touche tous et qui appelle à l'implication des uns et des autres. Que cette science quitte un cercle fermé et puisse être diffusée à la base au nombre le plus large possible, de telle sorte qu'il y ait une véritable adhésion et que nous puissions véritablement nous développer dans une voie qui soit durable et qui puisse préserver effectivement nos ressources et l'avenir de nos enfants. Ce forum, qui réunit différents militants écologiques, se clôturera ce samedi. Écho de province, l'Ituri, à l'heure du désenclavement de ces territoires, les travaux de réhabilitation de la route Mahagi-Djeko et Mahagi-Pan vont bon train. 12 km de la voirie sur la centaine sont déjà entretenus grâce à un partenariat public-privé. De nombreuses autres infrastructures n'y sont pas en reste, comme le témoigne ce reportage de la presse présidentielle que je vous convie de suivre. La province de l'Ituri se hâte d'atteindre le plein développement. Mais pour y arriver, la recette de prédilection demeure la réparation de voies de communication pour désenclaver les différents territoires. Et le gouvernement provincial s'y met. Voilà qui justifie le récent séjour du vice-gouverneur dans les territoires de Mahagi. Tel un héros adulé et ovationné par la population, Pacifique Keita a lancé les travaux de réhabilitation de la route Mahagi-Djeko et Mahagi-Pan. Impraticable depuis plusieurs décennies car mué abusivement en champs, voire parcelles d'habitation, cet axe routier fait peau neuve. Ça fait plus de 40 ans que cette route a été abandonnée. Vers les années 70-80, les gens qui ont fait fortune dans la province orientale l'ont fait sur cette route-là. À l'époque, ils ramenaient le poisson de Mahagi-Port jusqu'à Kisangani, Kinshasa, mais en contrepartie, le camion revenait avec du ciment, avec la farine de Midema, il y avait la bière, il y avait le produit Massafco. À l'époque, c'est ça ce qu'ils faisaient et ça faisait vraiment de grands business. Mais actuellement, on peut faire la même chose, voulons redorer cette image. Mahagi sera également doté d'un débarcadeur, ce complexe commercial qui comportera une chambre froide solaire, un hangar de séchage, des dépôts et un marché de poissons. Les travaux de construction déjà lancés s'inscrivent dans le cadre de la réglementation de la pêche dans le lac Albert. Nous sommes partis des 48 espèces sur le lac. Nous sommes descendus à moins de 20 espèces de poissons dans le lac. La production vers les années 80, c'était autour de 50 tonnes par jour, mais nous sommes descendus plus bas à moins de 10 tonnes par semaine, et ce qui fait que le lac était pratiquement vandalisé, parce que les gens utilisent des moustiquaires, on ne respecte plus les zones de frayeur, on a entendu utiliser des lampes à néon. La cité de Mahagi renaît également de ses centres dans le secteur de l'aviation. Après 10 ans d'abandon, l'aérodrome couvert d'herbe reçoit déjà un coup de pioche de manière à retrouver ses vols d'antan. Un motif de satisfaction pour la population qui palpe déjà les effets de la modernisation de ce territoire.
Dans la partie est de la République démocratique du Congo, 22 bornes frontières remarquées par la commission mixte RDC-Rwanda depuis 2014 ont été réceptionnées par le vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mova Sakani. C'était à l'issue d'une cérémonie officielle qu'il a présidée aux côtés du général James Kabaré, ministre de la Défense rwandaise. Compte rendu avec Patrick Sialoua. Elles sont 22. Ces bornes déjà démarquées et réceptionnées ce jeudi à Goma, dans la zone neutre entre la RDC et le Rwanda, par Henri Mova Sakani et James Kabarebe, respectivement vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur, ainsi que le ministre rwandais de la Défense. 22 bornes démarquées, oui, mais le gouverneur Julien Paluku du Nord Kivu veut que les travaux de démarcation se poursuivent pendant que son homologue rwandais de Rubavu considère la frontière comme un pont entre les deux peuples africains. Les gens qui traversent la frontière de part et d'autre, notre frontière n'est donc pas une barrière, mais un pont. Et la population de part et d'autre s'en réjouissent. Vous pouvez voir ce travail qui est censé couvrir 213 km, dont 102 km de frontières terrestres et 111 km de frontières lacustres qui nous séparent, se poursuivre jusqu'à la fin. Je profite de la circonstance pour féliciter et encourager les populations transfrontalières de nos deux États et plus particulièrement les habitants de Goma et de Rubavu, dont la collaboration est au parfait avec un mouvement journalier, comme l'a si bien dit mon collègue, de plus de 20 000 personnes qui traversent la frontière, soit dans le cadre du commerce transfrontalier, soit pour d'autres affaires de part et d'autre. Ces bornes ainsi démarquées par la commission mixte RDC-Rwanda témoignent la volonté de paix des chefs d'État de ces deux pays, a déclaré Henri Mova Sakani. Il ne fallait pas aller dans des discussions pour changer les frontières. Maintenant, il fallait les marquer sur le terrain. Et le Rwanda et la RDC montrent aujourd'hui l'exemple à l'occasion de la 8e édition de la Journée internationale des frontières, en montrant que cette frontière qui est la plus affluente dans le sens des échanges démographiques par jour. Il faut donc montrer qu'il est possible à travers la coopération basée sur des éléments techniques avoir des délimitation de frontières qui soient le plus pacifique possible. Nous saluons donc la volonté des chefs d'État, la volonté des gouvernements de voir qu'à travers le processus de paix, on peut arriver à délimiter les frontières et ainsi coopérer en toute intelligence. Après la réception de ces bornes frontières qui intervient en cette 8e édition de la Journée africaine des frontières, s'en est suivi la signature de l'accord portant création et exploitation du poste frontalier à arrêt unique entre ces deux. Bien avant, Henri Mova Sakani a bouclé la mission d'évaluation et de suivi de la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. La mission s'achève sur une note prometteuse. Le taux de criminalité en général accuse une baisse et les services de police montent en puissance. Les conseils locaux de sécurité seront désormais impliqués dans les enjeux et opérations contre la criminalité, nous dit Julie Sefou dans ce reportage. Les conseils locaux, constitués du maire de la ville, des bourgmestres des communes ainsi que des chefs de quartier, seront désormais impliqués dans les enjeux et opérations de lutte contre la criminalité. C'est l'essentiel du plan de sécurisation de la province du Haut-Katanga, discuté ce mercredi 6 juin entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et les conseils locaux de sécurité de la ville de Lubumbashi. Des moyens seront mis à la disposition des animateurs des conseils locaux de sécurité pour davantage d'efficacité. Dans ces conditions, des appareils de communication leur ont été remis. La communication est très importante et ça avait manqué vraiment à la base. Nous avons toujours dit que dès qu'on sait anticiper les choses, quand on anticipe les choses, on peut facilement résoudre les problèmes de la sécurité. Or, avec les appareils qu'on vient de recevoir, on peut facilement anticiper les événements. Après 13 jours d'une mission d'évaluation et de suivi de la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, clôture son séjour à Lubumbashi en présidant le Conseil provincial de sécurité.
Entouré du gouverneur Pandika Popo, des autorités militaires et policières ainsi que des services de sécurité, Henri Mova a fait l'évaluation des statistiques de la criminalité qui a sévi de la province au cours de ces 12 derniers mois et qui accuse une tendance à la baisse. Je voudrais que les autres anticipent déjà parce que du jour au lendemain, nous pourrons inverser les choses. Faisons du Katanga le modèle de gestion la plus raffinée qui peut inspirer les autres provinces. Que cela veut dire? L'État va au-delà de la sécurité. Premièrement, c'est l'administration. Quelle solution proposez-vous aux problèmes de citoyens? Si jamais les citoyens eux-mêmes trouvaient des solutions à leurs problèmes, à quoi servirait l'État? Et comme pour confirmer la montée en puissance des services de police en termes de surveillance et de patrouille, une saisie record de stupéfiants et d'alcool frélaté ont été présentées au VPM. À l'international, avant de nous quitter, l'annonce a été surprenante au Burundi alors qu'il n'avait jamais caché jusqu'ici son envie de rester au pouvoir, ne craignant pas d'assurer publiquement qu'il a été choisi par Dieu pour présider à la destinée de son pays. Pierre Nkurunziza a déclaré qu'il ne va pas se représenter au scrutin de 2020. Le sujet est épinglé par nos confrères de la Voix de l'Amérique à travers ce condensé sur l'actualité africaine. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé jeudi qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020. Cette annonce vient juste après la promulgation d'une nouvelle constitution qui lui offre pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Au Mozambique, 5 personnes ont été tuées à coups de machette et de couteau dans l'extrême nord-est du pays lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes. Il s'agit de la 3e attaque meurtrière dans la province depuis fin mai. Au Kenya, on apprend aujourd'hui que le crash de l'avion mardi a fait 10 morts. Les recherches avaient été compliquées par des conditions météorologiques défavorables et notamment une faible visibilité. En Centrafrique, des affrontements ont opposé des milices dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Bambari. Le calme était revenu ce matin et les soldats de la mission de l'ONU contrôlaient la ville. Les autorités parlent de victimes sans avancer un bilan. Et voilà pour ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre à Bujumbura et partout à travers le monde grâce à Canal+. À toutes et à tous, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukikandi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Kobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.